Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire du début du XXe siècle. Alors, installez-vous confortablement pendant que nous partons aux États-Unis. Blanca Elena Raturiz Vergara est née le 9 avril 1894 à Viña del Mar, une ville côtière de la région de Valparito, au Chili. Elle était la fille aînée de Guillermo Herreri Sumuneta et de Blanca Vergara Alvarez. Son père était très riche et possédait des mines de cuivre dans le pays. Sa mère était la sœur d'un ancien président chilien. Malheureusement, le père de Blanca est décédé alors qu'elle n'avait que 2 ans, laissant sa mère une veuve très riche. Lorsque Blanca fut considérée comme assez âgée, elle fut envoyée en Angleterre pour y être éduquée et inscrite dans un couvent catholique à Londres appelé le Sacré-Cœur. Alors qu'elle était à Londres, le Chili traversait une phase de stabilité politique et de croissance économique. Le pays avait connu une série de changements politiques et sociaux au cours des décennies précédentes, notamment la guerre du Pacifique entre 1879 et 1884 qui avait entraîné des gains territoriaux pour le pays aux dépens du Pérou et de la Bolivie. En 1911, le Chili était sous la présidence de Don Ramón Barros Luco. Son administration s'est concentrée sur le développement économique et la modernisation, en encourageant l'investissement étranger et l'industrialisation. L'une des personnes venues au Chili à cette époque était un Américain nommé John de Sul. Il s'est rendu dans le pays en tant que représentant du syndicat des concessions d'Amérique du Sud. Il s'agissait d'une organisation qui s'engageait activement dans la promotion du développement du chemin de fer transandin. En 1911, alors qu'il travaillait au Chili, il a rencontré Blanca, qui venait de rentrer au pays après avoir terminé ses études. Elle a été immédiatement attirée par lui, même s'il avait 15 ans de plus qu'elle, étant né le 25 mai 1878. John était originaire de Bethléem, en Pennsylvanie, une ville industrielle prospère connue pour sa production d'acier. Depuis son jeune âge, il avait toujours excellé au football américain. En 1901, il a atteint le sommet de sa carrière sportive, en étant non seulement le quarterback vedette, mais aussi en portant le brassard de capitaine de l'équipe universitaire de football américain de l'université Yale. Ses performances remarquables et ses qualités de leader lui ont valu une place convoitée dans la prestigieuse équipe All-American de football universitaire de 1901, une reconnaissance qui lui a été attribuée par le New York Post. Un an plus tard, en 1902, il a été nommé entraîneur principal de l'équipe de football américain de l'université de Virginie. Bien que Blanca soit encore adolescente, Gian lui a demandé sa main et elle a accepté avec enthousiasme. Cependant, cette décision n'a pas été bien accueillie par sa famille. Ils pensaient que Blanca était trop jeune pour se marier, et ils étaient mal à l'aise face à la grande différence d'âge entre elle et Jean. De plus, la famille savait que Jean avait déjà été fiancé 2 fois auparavant. D'abord à l'héritière, mademoiselle Marie-Élise Moore, puis à mademoiselle Helena Granville-Brown. Il subsistait un soupçon persistant selon lequel son intérêt pour Blanca aurait pu être simplement motivé par la richesse de sa famille. Malgré ces inquiétudes, Jean et Blanca ont poursuivi leur mariage. La cérémonie a eu lieu le 14 décembre 1911 dans une chapelle catholique anglaise à Paris, en France. Après une brève période en Europe, ils sont retournés en Amérique et se sont installés à New York. Au début, tout allait bien pour eux. Blanca a adopté le charme opulent de la ville et aimait se promener sur la 5e avenue, explorant les boutiques de luxe qui bordèrent les rues animées. Mais elle est vite tombée enceinte. Et le jour de Noël 1912, le couple a célébré avec joie l'arrivée de leur fils, qu'ils ont nommé Jean d'après son père et qui était affectueusement appelé Jean Junior ou Jack. Ils ont choisi l'influent magnate de l'acier Charles H. Schwab pour être le parrain de l'enfant. La joie de la parentalité, cependant, n'a pas protégé leur mariage des tensions qui allaient plus tard le tourmenter. Avec le temps, la relation autrefois harmonieuse commença à se fissurer. Sous le poids des infidélités bien connues du mari de Blanca, les rumeurs de ces liaisons extra-conjugales devinrent une réalité indéniable, jetant une ombre sur le bonheur qui avait autrefois défini leur mariage. À l'été 1916, le point de rupture arriva. Blanca, désormais confrontée à la dure réalité des indiscrétions de son mari, prit la douloureuse décision de demander le divorce. La ville qui gardait tant de souvenirs précieux, où ils avaient choisi de s'installer, et où leur fils était né, devint désormais le décor de la désillusion de leur mariage autrefois prometteur, laissant derrière elle une histoire de rêve brisée
et les échos d'un amour qui avait succombé au défi de la réalité. Juste avant d'entamer la procédure de divorce, Blanca entama une relation intrigante avec Rudolph Valentino, qui était alors surtout connu pour ses captivantes performances de tango argentin, une danse particulièrement populaire. Bien que la nature de la relation entre Blanca et Rudolph reste un mystère, ce qui est certain, c'est qu'il a joué un rôle clé dans le déroulement du drame. Il a témoigné lors de l'audience de divorce en décembre 1916 et a soutenu les affirmations de Blanca concernant les infidélités de son mari, déclarant que sa propre partenaire de danse, la célèbre Jan Sawyer, était l'une des femmes avec qui John de Sul entretenait une relation. Lorsque cette nouvelle a été annoncée au tribunal, l'intérêt de la presse a considérablement augmenté. D'autres témoins ont confirmé que M. Desul et Mlle Sawyer avaient été vus ensemble à de nombreuses reprises. Il a été rapporté que la mère de Blanca, Blanca Vergara Alvarez, était l'une des femmes les plus riches du Chili. Cette révélation a ajouté une nouvelle dimension à la procédure, car M. Desul s'est retrouvé confronté à des accusations de malversation financière, notamment en ce qui concerne la mauvaise gestion de la fortune considérable de son épouse. Le couple a finalement obtenu la garde partagée de leur fils. Mais John est sorti de la procédure avec une réputation ternie et la perte de tout avantage futur provenant de l'argent de la famille de son épouse. Par la suite, John, désormais rongé par l'amertume, a accusé Rudolph Valentino d'être responsable de toute cette épreuve. Utilisant son influence politique, il a orchestré son arrestation ainsi que celle d'une certaine madame nommée Madame Tyne sur des accusations de mœurs non spécifiées. Cependant, les preuves contre eux étaient pour le moins faibles. Ainsi, après avoir passé quelques jours décourageants derrière les barreaux, la caution de Rudolph est miraculeusement passée d'un montant exorbitant de 1000 $ à une somme plus abordable de 1500. Cependant, le scandale qui suivit devint un spectacle médiatique, exposant vivement lui et son travail. Les propositions se firent rares, même ses amis autrefois fidèles lui tournèrent le dos. Dans un cruel retournement de situation, Blanca, la personne même qu'il avait cherché à aider par son témoignage, ne lui montra aucune gratitude et coupa tous les liens avec lui. Comme stipulé dans le règlement du divorce, John et Blanca n'avaient pas le droit d'emmener leur fils hors du pays pendant la Première Guerre mondiale qui faisait rage en Europe. Malgré cela, Blanca supplia le tribunal de faire une exception, demandant la permission d'emmener son fils au Chili pour rendre visite à sa grand-mère. La demande fit face à une forte opposition de John de Sul, qui soutenait fermement que les voyages en mer étaient alors très risqués. Blanca, en revanche, soutenait fermement que son retour au Chili était impératif pour des raisons de santé, et elle soulignait qu'elle n'entreprendrait pas le voyage sans son fils. Cet affrontement de points de vue entre les ex-époux n'a fait qu'intensifier la nature hostile de leur relation. Le 3 août 1917, Blanca a quitté sa résidence à Rosalind, New York, pour aller récupérer son enfant chez son ancien mari, à sa maison dans la colonie Meadowbrook, près de Westbury, et elle était accompagnée de sa femme de chambre. Les subtilités juridiques de leur séparation comprenaient la garde partagée de leur fils. À son arrivée à la maison, Blanca est montée sur le perron et a frappé à la porte. À l'intérieur se trouvait le père de son ex-mari, Monsieur Arthur de Saul, sa sœur, Madame Erdenger, et un ami nommé Monsieur Marshall Ward. Cependant, au lieu de récupérer son fils, ce qui s'est réellement passé fut un échange houleux, une dispute émotionnelle, alimentée par des tensions non résolues et des interprétations contradictoires de leur accord de garde. John a refusé de remettre l'enfant. Blanca, désormais apparemment poussée à bout, sortit un pistolet de sa robe et, avec une détermination inébranlable, le pointa sur lui. Elle exigea la remise immédiate de l'enfant et déclara qu'il ne restait plus qu'une seule chose à faire. Dans un moment sombre et fatidique, la nuit prit une tournure mortelle lorsque Blanca tira 5 fois avec le pistolet. John tomba contre la porte, puis s'effondra au sol. Au bruit des coups de feu, les 3 personnes à l'intérieur de la maison se précipitèrent vers lui et il était évident qu'il avait besoin de soins médicaux urgents. Monsieur Ward a appelé une ambulance, puis le shérif du comté de Nassau. John a été transporté d'urgence à l'hôpital du comté, où le docteur Henry Werner a évalué la gravité de ses blessures. Alors qu'un médecin se préparait à une opération critique, John rassembla ses forces et, d'une voix faible, prononça ces mots. « Ma femme m'a tiré dessus. Je veux que vous l'arrêtiez. Ma femme m'a tiré dessus. »
Malgré les efforts vaillants de l'équipe médicale, John de Sul a tragiquement succombé à ses blessures à exactement 22h20 au milieu des conséquences de la fusillade. Blanca a choisi de ne pas fuir les conséquences de ses actes. Au lieu de cela, elle est restée sur les lieux, attendant l'arrivée inévitable des forces de l'ordre. Avec un sentiment d'acceptation sombre, elle s'est rendue aux policiers. Tout ce qu'elle a pu dire, c'est « Je lui ai tiré dessus parce qu'il ne voulait pas me laisser avoir mon fils. Je suis content de l'avoir fait. Je n'avais rien d'autre à faire. » Les conséquences juridiques se sont rapidement enchaînées lorsqu'elle a été officiellement inculpée du grave délit de meurtre au premier degré. Par conséquent, elle s'est retrouvée enfermée entre les murs de la prison de Nassau à Minneola, dans l'État de New York. Les médias, fidèles à leur style sensationnaliste, ont rapidement diffusé l'histoire, captivant l'attention du public américain. L'histoire s'est déroulée comme une saga captivante. Une beauté chilienne, héritière de la fortune de la femme la plus riche de son pays, avait mortellement abattu son ex-mari. Nul autre que l'éminent ancien capitaine de l'équipe universitaire de football américain de l'université Yale. La combinaison de la richesse, de la beauté et d'une connexion très médiatisée a fait de cette histoire un spectacle captivant. Le procès a finalement commencé le 12 novembre 1917. Blanca était défendue par Henry Utah, un avocat très astucieux et compétent, réputé pour gagner ses affaires. Mais beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'une affaire simple et évidente. L'accusé avait tiré 5 fois sur son mari devant son fils, sa domestique et d'autres témoins. L'accusation a exposé les événements ayant conduit à la nuit fatidique du 3 août et a expliqué au tribunal que Madame Desaulles avait gardé son fils 2 jours de plus que ce qui était autorisé selon l'accord de divorce. Ainsi, son ex-mari l'avait donc informé qu'il garderait le garçon 2 jours de plus, car son père et sa sœur viendraient leur rendre visite. L'un des témoins clés de l'accusation était Madame d'Anger, la sœur du défunt. Elle s'est tenue à la barre des témoins et a déclaré à la cour que, la nuit où ce terrible événement s'est produit, elle descendait les escaliers dans le hall principal où elle a salué aimablement son ex-belle-sœur, mais n'a pas obtenu de réponse. Tout ce que Madame Desaulles a dit, c'est « Je veux voir Jacques. Où est-il » Madame Danger a poursuivi en disant que son frère était entré dans le hall et avait demandé à Madame Desaulles ce qu'elle voulait. À quoi elle a répondu « Je suis venu pour Jacques. Vous ne pouvez pas l'avoir, je veux mon garçon. » En réponse, Monsieur Desaulles, apparemment d'une voix douce, déclara « Nous ne pouvons pas en discuter, Blanca. Je ne peux pas en discuter avec toi. » Lorsqu'on lui a demandé la suite, Madame d'Anger a dit que son frère s'est éloigné de la porte et qu'elle a vu Madame Desaulles sortir un objet de sa robe. En un instant, un éclair illumina la scène et son frère tomba au sol. Pendant tout ce temps, son fils de 4 ans regardait, stupéfait. Madame d'Anger a ajouté que l'arme a été déchargée à plusieurs reprises avant que Madame Desaulles ne sorte calmement dans la nuit. Fait intéressant, personne n'a tenté d'intervenir, mais Madame Desaulles s'est alors arrêtée, a regardé en arrière et a remarqué avec désinvolture « Je suppose que vous feriez mieux d'appeler un agent ». Madame d'Anger a déclaré qu'ils ont immédiatement appelé l'hôpital Manola pour une ambulance, puis ont appelé la police. Au cours de la procédure judiciaire, le docteur Werner a témoigné, révélant qu'après le décès de M. Saul, il avait pratiqué une autopsie. Il a déclaré que l'examen avait révélé 3 blessures par balle dans le bras gauche du défunt. Cependant, le coup fatal était le premier tir qui a été tiré dans le dos de M. Desaulles, pénétrant dans l'abdomen et entraînant finalement sa mort tragique. Mais la défense a adopté un récit très différent, cherchant à s'appuyer sur la large couverture médiatique en raison de l'implication de personnalités en vue et du caractère sensationnel de l'affaire. Ils ne se sont pas seulement concentrés sur les événements de la fusillade, mais ont également exploré les questions sociétales plus larges entourant le divorce, les conflits de garde et le fardeau émotionnel pour les personnes impliquées. Madame Blanca Desaulles a témoigné à la barre pour sa propre défense. Elle a raconté son enfance au Chili, la mort de son père, son éducation en Angleterre et comment elle avait rencontré son mari. Elle a dit qu'ils étaient heureux, mais quand ils sont venus vivre à New York, l'attitude de son mari envers elle a changé. Elle a expliqué avoir hérité de 100 000 $ de valeur mobilière de son père qu'elle avait offerte à son mari. Cependant, il n'était pas très content et il s'est contenté de dire « Pourquoi ce n'est rien, c'est absurde de t'appeler une héritière ».
Elle a raconté une visite seule en Angleterre, où son mari lui avait demandé de laisser des chèques en blanc signés, au cas où il aurait besoin d'argent en son absence. À son retour, elle a découvert qu'il avait encaissé 6 000 $ à son insu. Madame de Zoll a également révélé que, pour sa propre protection, elle avait acheté un revolver, l'arme même utilisée lors de l'incident fatal. Au cours du procès, son avocat a présenté une carte avec l'image d'une femme, accompagnée de mots affectueux. Adressée à Monsieur John de Zoll, la défense a utilisé cela pour mettre davantage en lumière l'histoire d'infidélité et de comportement adultère de Monsieur de Zoll. Ils ont continué à souligner ces points en lisant à haute voix une série de lettres écrites par Madame de Zoll, révélant un appel désespéré à son mari pour qu'il accorde plus d'attention à elle et à son fils. La défense visait à fournir un contexte aux événements ayant conduit à l'incident tragique et à mettre en lumière le bouleversement émotionnel au sein de leur relation brisée. Ils ont affirmé que des preuves médicales démontreraient que Madame Deso était sujette à des manquements de responsabilité en raison d'un hypothyroïdisme prononcé, une condition qui, selon eux, avait affecté sa lucidité mentale et qui avait probablement été causée par une grave chute lorsqu'elle n'était qu'une jeune fille au Chili. Ils ont déclaré que lorsqu'elle a tiré sur son ex-mari, elle n'était pas saine d'esprit et ne connaissait pas la nature de son acte, ni qu'il était mal de le faire. La défense a ensuite fait appel à des témoins médicaux experts. Le docteur Sherman White était l'un de ces experts médicaux qui ont témoigné. Il a déclaré au tribunal qu'il avait examiné l'accusée 3 jours après la fusillade. Il a dit qu'il avait remarqué une pâleur particulière chez Madame de Saul, observant qu'elle semblait désorientée et avait une conscience limitée de son environnement. Malgré ces questions, ses réponses étaient vagues et confuses. Il a ajouté qu'il y avait des signes physiques tels qu'une langue enflée, une peau sèche et des ongles fissurés et cassants, ce qui laissait penser à un état de détresse. Son pouls, sa tension artérielle et son rythme cardiaque étaient faibles. Lors de l'examen, le docteur White a déclaré que Madame Desolles avait réussi à lui demander si son mari pouvait emmener son enfant. Mais lorsqu'il lui a dit que son mari était mort, elle n'a pas semblé comprendre sa réponse et a regardé dans le vide. Il a ajouté que lors de son examen physique, il a appuyé son doigt légèrement à gauche de la ligne du crâne de Madame Desolles et juste à l'intérieur de la racine des cheveux. Cela lui a causé une certaine gêne. Elle a poussé un cri puis s'est détournée. Le docteur White a également présenté une radiographie du crâne de l'accusée, révélant une fracture non traitée. Il a poursuivi en disant que des examens complémentaires l'ont amené à conclure qu'elle souffrait d'une carence en substances glandulaires thyroïdiennes, sans laquelle les processus vitaux du corps sont altérés. Le traitement de cette condition, cependant, avait par la suite entraîné une amélioration de la santé de Madame Desolles. Le docteur Jelf, un autre professionnel de santé qui a examiné Madame Desolles, a confirmé le diagnostic. Il a déclaré qu'elle souffrait d'un hypothyroïdisme prononcé. Le témoignage médical a permis au tribunal de comprendre de manière approfondie l'état physique et mental de Madame Desolles au moment de l'incident, et a offert des éclaircissements sur les facteurs ayant contribué à ses actions. Mademoiselle Amelia Errázuriz Fogara, la sœur de la prévenue, a également témoigné. Elle a confirmé que Blanca était tombée enfant et s'était cogné la tête contre une cheminée, ce qui lui avait causé de graves blessures. Cependant, l'accusation a également présenté ses propres témoins experts médicaux, le docteur Charles Pilgrim, qui était président de la commission des hôpitaux de l'État de New York, et le docteur Isham Harris, un expert en maladie mentale. Tous deux ont déclaré qu'ils pensaient que l'accusée était saine d'esprit lorsqu'elle a tiré sur son ex-mari et qu'elle était totalement consciente que c'était mal de le faire. Suzanne Montieu, la domestique de Madame Desolles, était un témoin important, et lorsqu'elle s'est présentée à la barre, un silence soudain s'est installé. Cependant, son témoignage a été fréquemment interrompu, car sa nervosité et son accent français rendaient parfois sa compréhension difficile. Elle a raconté la nuit de l'événement tragique et a révélé qu'elle avait accompagné Madame Desolles chez son ex-mari. Selon Mademoiselle Montieu, Madame Desolles est entrée dans le salon et a informé Monsieur Desolles de son intention de prendre son fils. En réponse, Monsieur Desolles a déclaré fermement qu'elle ne pourrait pas l'avoir, ni maintenant, ni jamais. Madame Montieu a ajouté qu'à ce moment-là, elle se tenait à côté de Madame Desolles et l'a vue devenir terriblement pâle. Submergée par l'émotion, la témoin s'est mise à sangloter, puis a déclaré qu'à ce moment-là, Madame Desolles a tiré sur son ex-mari. Lors du contre-interrogatoire,
On a demandé à mademoiselle Montieu si madame Dezault avait dit après la fusillade « Je suis contente de l'avoir fait », ce à quoi mademoiselle Montieu a répondu qu'elle ne l'avait pas dit. Le procès s'est terminé le 1er décembre. Après que les deux avocats eurent résumé l'affaire, il était évident que les spectateurs dans la salle d'audience et certains jurés étaient émus par la plaidoirie de l'avocat de la défense. Monsieur Uterat a dit à propos de sa cliente « Son cœur chaleureux et aimant contrastait avec la nature froide, calculatrice et égoïste de son ex-mari, ce qui a amené Madame Dezault à croire qu'elle était toujours responsable. Quand quelque chose tournait mal, son fils était la seule chose qu'elle avait sauvée après le naufrage de sa vie conjugale. Son argent était presque entièrement parti, son mari était parti, son amour était parti. Puis elle découvrit que son père essayait de lui enlever son fils. Le jury a délibéré pendant moins de 2 heures avant de revenir à 21h25 pour annoncer qu'il déclarait l'accusée, Madame Blanca Dezault, non coupable. Lorsque Madame Dezault a entendu le verdict, elle a souri et s'est assise sur sa chaise. La presse a continué de relater l'affaire, mais elle a pris un nouveau tournant lorsque, la veille de Noël, moins de 4 semaines après la fin du procès, le père de Jean Dezault, le commandant Arthur Brice Dezault, a été retrouvé mort à son domicile. On pensait qu'il était mort de chagrin à la suite de la perte de son fils et de l'épreuve du procès. Il avait 78 ans. Blanca a décidé de repartir à zéro à San Francisco, où elle a activement entrepris et réussi à obtenir la garde exclusive de son fils. Plus tard, ils sont allés vivre au Japon avant de finalement retourner au Chili. Le 22 décembre 1921, elle s'est remariée à Santiago du Chili, cette fois avec un ingénieur nommé Fernando Santa Cruz Wilson. Cependant, cette union a finalement rencontré des difficultés, menant à leur divorce quelques années plus tard. À la fin des années 1930, la santé de Blanca commença à se détériorer et elle se retrouva éloignée de son fils. Leur relation étant tendue, il choisit de couper les ponts avec sa mère, préférant retourner aux États-Unis. Les années suivantes furent marquées par des épreuves personnelles pour Blanca, et le 20 mars 1940, en proie à des problèmes de santé, elle mit tragiquement fin à ses jours. Elle succomba à une overdose de barbiturique dans sa luxueuse résidence à Viña del Mar. Sa vie, marquée par des batailles juridiques, des voyages internationaux et des luttes personnelles, connut une fin sombre, laissant derrière elle un héritage teinté à la fois de triomphe et de tragédie. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous lors du prochain Briefcase.